Regardez cette image. Voici quelques bâtons. Quels sont les plus longs? Vous allez me dire, bah c'est facile, c'est les bleus. Ok, alors on touche pas au bâton, on enlève juste les petits traits aux extrémités. Oh, et maintenant, je vous remets les traits dans l'autre sens. Et alors cette fois, ce sont lesquels les plus longs? Eh bien, ce sont les autres, voilà. Votre cerveau s'est fait abuser. Vous interprétez mal la longueur de ces lignes à cause de ce qu'il y a autour. À présent, voici 3 boules. Regardez-les, l'une après l'autre. Est-ce que vous avez repéré celle qui bouge? Ah, attendez, alors là, vous êtes en train de vous dire, non, il essaye de m'induire en erreur, en fait, c'est pas les boules qui bougent, c'est ce qu'il y a autour, l'espèce d'entonnoir, là, qui tourne. Allez, je vous explique, en fait, il n'y a strictement rien qui bouge, rien du tout. C'est une image fixe. Mais il y a une illusion d'optique qui se produit dès que vous déplacez votre regard. Alors si vous ne croyez pas, revenez en arrière au moment où l'image est apparue et gardez votre regard bien centré sur le point blanc qui est tout au centre dans le rond jaune. Si vous gardez votre œil concentré là-dessus, vous ne verrez plus rien qui bouge autour. Un dernier pour la route? Regardez cette scène amusante. Un gars gonfle un ballon sur une terrasse de café. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Voilà, l'explosion du ballon a distrait la demoiselle, et un autre gars, au fond, ni vu ni connu, vient de lui piquer son portefeuille, et aussitôt il part avec. Comme vous venez d'être témoin de cette scène, à présent, recueillons votre témoignage. Essayez de prendre quelques secondes pour décrire les voleurs. Celui du fond, qui est parti avec le portefeuille, et celui au premier plan. Alors prenez quelques secondes pour réfléchir, mettez la vidéo sur pause si vous voulez, et essayez de reconstituer la scène pour répondre à toutes ces questions. Allez, voilà, je vous repasse la scène. Est-ce que vous aviez tout juste? Ouais, allez, me la faites pas, la plupart des détails vous avez déjà échappé. Alors vous allez me dire, oui mais bon, ça s'est passé trop vite, et moi je regardais sur tout le ballon, donc du coup, évidemment j'ai pas fait attention aux détails. Et comment vous pensez que ça se serait passé dans la vraie vie? Il y a quelqu'un qui serait venu vous dire, bon attention, regarde bien les détails parce qu'il va se passer un truc. Regardez cette expérience de Daniel Simons. Le monsieur à droite demande son chemin à un monsieur plus âgé avec des cheveux blancs. Alors, le monsieur âgé répond, il réfléchit à la résolution du problème qu'on vient de lui poser, donc il est concentré dans son explication du chemin à prendre. 2 gars arrivent, qui vont passer entre eux en trimballant une porte. Et là, derrière la porte, celui qui demandait son chemin en profite pour partir. Il est remplacé par un autre qui lui ressemble vaguement et qui prend sa place. Il a le même papier avec la même adresse, et le monsieur avec ses cheveux blancs n'a rien remarqué du tout, et il continue son explication tranquillou, alors qu'il n'a plus la même personne en face de lui. L'attention est limitée, c'est avec ça que jouent souvent les pickpockets ou les arnaqueurs dans la rue, avec un complice la plupart du temps pour détourner votre attention pendant qu'on vous détrousse. Alors comment ça se passe à ce stade? Vous faites toujours confiance à vos sens à 100%? Vouloir se fier juste à ses sens pour déterminer si c'est plat ou s'il y a une courbure par exemple, est-ce que c'est bien une bonne idée? Notre perception est subjective. C'est pour ça que ce qu'on croit percevoir, c'est bien de le vérifier avec des instruments qui donnent des mesures objectives. Et en plus de ça, il n'y a pas qu'au moment où on perçoit les choses qu'on peut faire de la distorsion. Vous allez voir un phénomène étonnant. C'est l'expérience de H. Il y a 6 participants assis, et ce monsieur est en train de leur expliquer qu'il va leur présenter des panneaux sur lesquels sont dessinés des traits. À chaque fois, il faudra retrouver quel est le trait parmi le groupe de traits à droite, qui fait la même longueur que le trait dessiné tout seul à gauche. Bon. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a un seul vrai participant, qui ne sait pas ce qui va se passer, donc ici c'est celui qui est en 5e position. Et les autres sont tous des complices de l'expérience. Et ce qu'ils vont faire, c'est donner exprès de fausses réponses. Alors, l'expérience démarre. Au départ, tout le monde donne la bonne réponse. Jusque-là, c'est facile. Mais à partir du 3e panneau, il se passe un truc. La bonne réponse, c'est one. Tout le monde dit tout. Et là, notre sujet, il est dans le déni de ce qu'il avait reçu à cause de l'influence du reste du groupe, et du coup, il dit la réponse tout par conformisme. H s'est rendu compte que cette réaction intervenait 37% des fois. Mais la raison pour laquelle les sujets suivent le groupe peut être différente. Ça, on le sait en les interviewant après l'expérience. Certains subissent une distorsion de leur jugement. Ils se disent que le groupe doit avoir raison. Et il y a aussi une variante où, parmi les premiers à parler, il y a un complice, en 3e position, qui dit la bonne réponse. Là, cette fois, notre sujet est en rouge. Là, ce qu'on constate, c'est que dès qu'il y a un partenaire qui donne le même avis, le taux de suivi de l'avis du groupe tombe de 37 à 5%. Ce qui montrerait que l'influence du groupe ne vient pas du nombre qui le constitue, mais de l'unanimité de sa position. Ça c'est passionnant quand même, la manière dont le contexte influe sur ce qu'on croit percevoir ou ce qu'on choisit de dire. Bon tout ça c'est rigolo dans le cadre d'un petit test, mais quand ça concerne les témoignages dans des affaires criminelles par exemple, on voit tout de suite le genre de problème que ça peut poser qu'un témoignage soit peu précis ou peu fiable, puisque ça peut contribuer à des erreurs judiciaires. Et ce que montre la recherche dans ce domaine, c'est qu'il y a plus de risques que le témoignage soit biaisé lorsqu'il relate un événement traumatisant. On sait notamment que si un témoin a des émotions fortes au moment où il assiste à quelque chose, ça aura une mauvaise influence sur la qualité de son témoignage.
La présence d'armes, par exemple, va focaliser l'attention des témoins, donc influencer leur regard et ce qu'ils vont percevoir de la scène. Et puis ils seront soumis à un stress qui va affecter la qualité des infos qu'ils vont mémoriser. Et on sait aussi que les témoins ont tendance à reconstituer leurs souvenirs en fonction de ce qui leur paraît vraisemblable, davantage qu'en fonction de ce qui s'est réellement passé. Du coup, quand une personne, pour appuyer sa croyance, nous fait part de son témoignage sur ce qu'elle a vu ou entendu, le raisonnement que cette personne nous tient est le suivant: je ne vous mens pas, j'ai vu un phénomène, et mes sens sont absolument infaillibles. Donc ce phénomène existe. Or, le problème, on l'a vu, c'est que notre perception est faillible, elle n'est pas fiable. Ce que nous dit cette personne, c'est donc: je ne vous mens pas, je pense avoir vu un phénomène, donc, il est possible de croire qu'on a vu ce phénomène.